Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Yo Max. On se retrouve pour parler de My Hero Academia. On arrive au 10e épisode. Ouais, Franchement, 10e épisode on déjà. est content. On est content parce que ça part enfin dans quelque chose d'intéressant. On rejoint enfin le tout début de la saison. On avait vu, rappelez-vous, ce qui s'était passé à la fin de la saison dernière, qui nous a été réintroduit avec Izuku qui casse une vitre. Il s'est énervé, il a cassé une vitre, ça arrive. Ouais. Ça s'est déjà vu. Mais là, tout de suite, c'est fort intéressant parce que c'est mis en parallèle avec plein d'autres trucs. Et en début d'épisode, on a même All for One qui apparaît. Ouais, c'était ouf parce qu'effectivement, toute l'intrigue de cet épisode est super forte pour Izuku, mais pour le déroulé et aussi du combat, parce qu'en fait, on sait jamais si à un moment donné ça partira en cacahuète. Tu l'as dit, on a l'intervention d'All for One au début. On a Izuku, il y a un gros changement qui s'opère en lui. On se dit, c'est quoi le délire ? En fait, il n'y a pas vraiment littéralement de combat qui est mené, clairement, dans cet épisode. C'est vraiment tout qui tourne autour de cet éveil. Tu sais ce que j'ai ressenti ? Oh, c'était génial. J'ai ressenti que là, on avait de l'avancée scénaristique. C'est-à-dire que je comprends pourquoi il y a pas mal de monde qui était un peu peiné ou triste de voir les 9 premiers épisodes en mode ouais mais bon c'est que des combats, c'est que des combats. C'est vrai que si on prend le truc comme ça, le scénario de My Hero Academia n'avançait pas, parce que pour moi le scénario de cette série repose en fait sur l'évolution d'Izuku, parce que ça s'appelle Boku no Hero Academia, donc Boku no Hero Academia, mon académie de héros. Il raconte ce qui se passe au sein de son académie, mais son évolution également, du coup, de statut de quelqu'un qui n'avait pas d'alter jusqu'au statut de super-héros en fait. Et littéralement, suivre des combats entre des groupes de gens, ça te fait pas avancer l'intrigue en fait. Le seul truc qui a avancé véritablement, c'est la construction des personnages qui vont ensuite servir l'intrigue. Donc en fait, on a pris 9 épisodes pour avoir un développement des personnages qui seront utilisés durant cet arc, durant l'arc à venir, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en termes d'histoire, l'histoire de My Hero Academia n'avançait pas. Elle était au stade on s'entraîne, mais pour l'instant ça ne bouge pas encore. Là, maintenant, ça avance. Et c'est pour ça que cet épisode nous a sûrement autant plu que ça. T'as tout dit parce que du coup, là on passe à un stade supérieur. Parce qu'on a du coup des réponses au One for All, puisque c'est vrai qu'on est à la saison 5. On avait encore beaucoup d'interrogations sur le One for All. Est-ce que Izuku allait réussir à maîtriser plus que 20%? Est-ce qu'il allait monter en compétences physiques? Comment il allait faire pour maîtriser 100%? Pourquoi il galère autant? Bref, on avait plein d'interrogations. On était toujours, comme tu l'as dit, en mode, bon, à un moment donné, on va les avoir nos réponses. Et c'est pour ça aussi, je pense que dans le dernier épisode, on s'était dit, bon là, Izuku, perso principal, on a vu Bakugo, je pense que Izuku doit faire un dos. Pour être pas au-dessus, mais si, c'est le héros, tu vois. Il doit nous... Enfin, pour moi, c'est ma vision des choses, le héros doit forcément nous impacter plus que le deuxième ou le troisième, quand c'est son moment de faire quelque chose, soit en bien, soit en mal, peu importe, c'est pas l'idée, mais on doit s'en souvenir, c'est normal, c'est le héros. S'il fait rien, on dit, putain, le héros il est faible, dans son écriture. Et là, c'était impressionnant, parce qu'on a vu un Izuku qui a ressenti une colère quand Momona a commencé à le provoquer, à traiter Bakugo, etc. machin. Et là... Mais il est intelligent Izuku, parce que t'as vu qu'il répond pas. Et c'est bien parce que c'est justement son adversaire qui lui dit... Enfin, il lui dit pas, il pense, il est dans sa tête, on a donc toutes les explications. Il dit, je le provoque et tout pour qu'il me réponde, il me répond pas, etc. Et donc, c'est-à-dire que Izuku, avant même le spectateur, a compris que potentiellement, Meto pouvait avoir copié l'alter de Shinso. Ouais, et c'est-à-dire qu'avant même que l'information soit distillée, il se dit, il est dans son équipe, il y a moyen qu'il ait récupéré son alter pour pouvoir me piéger. Alors pourtant qu'il a été attaqué, tu vois, par un autre alter, tu vois. Il est dans le doute, et il est dans la stratégie, mais il se dit, je dois me méfier, quand même. Très très intelligemment fait, j'ai trouvé. Ouais, autant de la part d'Izuku que de la part de Naito. Naito, la façon dont il amène le combat fait que déjà, comme tu l'as dit, t'as un doute que tu puisses avoir 2 fois l'alter de Shinso, qui est déjà suffisamment casse-tête quand t'en as qu'un, donc déjà 2 c'est compliqué, mais surtout il lui dit mes comparses ils sont en train de foutre le dawa machin, et en fait il le manipule dans pression psychologique. Pression exactement psychologique, parce que s'il tourne sa tête à un endroit pour vérifier qu'il y a quelque chose, il donne des indices, il donne des réponses. Sans froid absolu de la part de Izuku. Donc à ce moment-là, tu te dis, franchement, costaud. Il y a une maturité quand même au combat. Tu sens quand même qu'ils ont vécu des choses.
et que voilà, ils répondent pas à la première pression de l'ennemi et de l'opposant. Non, il sait y faire. Par contre, quand d'un seul coup, il perd le contrôle du One for All et que là, on voit des sortes de fouets verdâtres, noirs, etc., qui sortent de son corps et qui sont en train de tout péter sur son passage, tu te dis, on est dans la merde là, parce que toute personne qui se fait toucher par ce truc-là, il est mal. Il est mal. Hein. Bah, quand tu connais l'alter d'All Might, oui, c'est ce que tu te dis. Tu te dis, oh putain, merde. Et surtout pour les camarades d'Izuku. Parce que n'importe qui peut être touché là-dedans. Donc tu flippes, tu te dis, voilà, esquiver les gens. Et franchement, bon réflexe. Hein. Ils ont des réflexes extraordinaires. Mais c'est vrai que ça, c'est le moment que j'ai préféré parce que ça prend le lecteur, certainement, donc du manga. Et nous, on lit pas le manga, donc on sait pas. Mais et là, du coup, le spectateur à contre-pied. Puisque, comme tu l'as dit en tout début de review, j'ai pas rebondi parce que je te laissais parler. Mais grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire que t'attends quelque chose de la part d'Izuku. Bakugo a eu son truc, son développement où ça l'a changé. T'as un petit truc qui a évolué chez lui. Izuku, il peut soit gagner, soit perdre. C'est pas compliqué, ou soit il y a match nul, mais dans tous les cas, il doit évoluer dans un sens. Soit il a fait moins bien, soit il a fait mieux. Et ben là, non. C'est pas il a fait moins bien, il a fait mieux. Il y a un pouvoir qui vient contrecarrer le match, contrecarrer le truc, nos attentes, et qui vient surprendre le spectateur, interrompre le machin. Et Izuku, en fait, est soumis à ce nouveau truc. Et que va-t-il se passer ? Et ça, j'ai trouvé ça très, très bien. C'est ce qui pouvait y arriver de mieux, en fait, pour l'écriture du personnage pour son match au final. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ça donne naissance à des scènes totalement inédites. Ochako qui veut essayer de maîtriser Deku, qui est en proie à son pouvoir qu'il ne maîtrise plus à ce moment-là. On a Shinso qui est en panique et qui limite est l'ennemi à ce moment-là dans ce match, mais qui est prêt à aider Deku d'une certaine manière. Il se dit, qu'est-ce que je fais ? Tu vois qu'il réfléchit, je le calme avec une voix, je le provoque au combat pour qu'il reprenne son sang-froid. Tu vois, en fait, ça donne naissance à des scènes qui sont totalement surréalistes dans un match comme ça. Les gens changent de position, et là tu te dis, mais il se passe quoi ? Et là, bim, Izuku retourne dans les vestiges du One for All, et il est confronté du coup à l'un des anciens possesseurs du One for All, qui commence à lui dire, ouais, salut, je m'appelle Banjo, pas Banjo Kazooie, hein, mais je suis Banjo et tout, tiens, en fait t'es en train de jouer avec mon alter, je te le prête, c'est des fouets, t'inquiète, ça fait mal et tout, mais t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas maîtriser. Et là on se fait, hein ? Ouais, c'est ça, il explique aussi du coup que ils ont tous un alter différent et que lui c'est un fouet, quoi. C'est le Kuromuchi, donc le fouet noir en japonais. Ils appellent ça Black Whip et non pas Black Wing, parce que ça c'est la technique donc du chevalier du corbeau dans Sensei, rien à voir. Mais du coup, on fait connaissance avec un des gars qu'on avait vu en tout début de saison. Et tu te dis, putain, et il va y en avoir combien comme ça encore ? Donc c'est très intéressant de développer ça, parce qu'en fait ça nous permet d'avoir un truc qu'on n'avait peut-être pas vu venir, c'est-à-dire que le One for All n'est pas un alter seulement basé sur la puissance d'All Might, ça c'est le truc que tout le monde voit d'extérieur en fait. One for All, c'est aussi un alter qui du coup a grandi et s'est développé au fur et à mesure des passeurs. À chaque fois qu'il y a eu un nouveau détenteur du One for All, il l'a transmis à un autre et à chaque fois il est devenu plus puissant. Et là, Izuku, qui est donc le 9ème, d'ailleurs il y a des jeux de mots sur ça, Hiraki Nouklet, notre cher modérateur, nous a mis un petit fichier référençant un peu, sans nous donner les noms des personnages, mais juste les personnages connus, les petits jeux de mots qu'il y avait. Donc c'est intéressant de voir que dans Izuku, il y a la sonorité Ku, qui en fait se retrouve également dans le chiffre 9 en japonais. Yagi Toshinori, donc le vrai nom d'All Might, Iya, c'est une des lectures de 8. Hachi peut se lire Iya. Il y avait aussi Nana, je sais plus quoi, c'est la meuf, c'est la meuf de c'est le mentor de Yagi Toshinori justement, et Nana c'est 7 en japonais. Donc c'était la 7ème détentrice du One for All, et à mon avis ils auront tous des noms comme ça. Ils auront tous des noms genre San, Mitsugi par exemple, ça sera le mec le 3ème ou une merde comme ça. C'est sûr, je pense. Et du coup c'est super intéressant parce qu'on a une autre facette du All for One qui nous est dévoilée. Je pense qu'on fera certainement une vidéo qui va revenir sur la puissance du One for All et ce qu'il peut apporter, parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de théories qui peuvent tourner autour de tout ça, que ça serait peut-être bien de prendre le temps d'en parler. On va faire ça. Parce que là, j'ai tellement de choses à dire que sinon la review elle va faire 45 minutes et c'est pas le but. C'est pas le but.
vaut mieux décomposer. En tout cas, on a du coup de très très belles surprises avec ce deuxième pouvoir finalement qui est en train de naître à l'intérieur de Midoriya. Je t'interromps parce que tu dis à l'intérieur de Midoriya. On va se calmer, on va faire gaffe à ce qu'on dit sur l'intérieur de Midoriya. Déjà que tu as parlé des vestiges tout à l'heure, il peut se passer des trucs bizarres. On n'a pas vu Aoyama depuis longtemps en plus. Donc, Ouais, écoute, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais toujours est-il qu'il va devoir se démerder. Moi, je suis arrivé à l'intérieur de Midoriya. Et chose intéressante, c'est que voilà, il sait qu'il va devoir maîtriser ses émotions pour canaliser cette puissance et tenter de la maîtriser. Et c'est dangereux, tu vois, tout peut péter à tout moment. On a même All Might qui est en panique et tout. Et t'as Aizawa qui fait ouais, non, c'est bon, on va laisser le combat, t'inquiète. Et là, All Might PLS. Et nous, on est en mode putain, c'est déjà fini. Alors, moi j'ai quand même des questions. Alors, ne me répondez pas à ceux qui ont lu le manga parce que sinon on va être spoilé de toute évidence. Mais ça pose des questions cet épisode, parce que t'as Aizawa qui laisse continuer le truc, All Might on voit qu'il est dans le doute, lui il est pas sûr du tout, mais il est pas sûr du tout pourquoi ? Qui sait rien, c'est le gars qui ne sait rien. Alors ça par contre ça m'a surpris, c'est-à-dire qu'effectivement il y a tout le monde qui croit, c'est les gars là dans sa tête là, dans les vestiaires là, vous avez su, les vestiaires il y a des gars qui apparaissent, il y a Nana elle est au courant, il y a Grand Torino il est au courant que peut-être il y a un truc, que ceci, que je sais pas trop, mais All Might il sait pas. D'ailleurs, All Might, c'est le big boss, c'est lui, c'était le numéro 1, le héros numéro 1. Donc, c'est-à-dire que l'Alter, il a transité avant. Il y a eu 7 gars avant lui, mais jamais il les a croisés. Jamais ils sont venus lui dire ouais, tiens, je te passe un fouet noir, je fais du trafic de fouet, je fais du bondage le soir, etc. Rien du tout. C'est Izuku. Les autres. Donc, écoutez, on se pose des questions. Là-dessus. On se pose plein de questions et à la limite, on pourra essayer de théoriser dans les fameuses vidéos qu'on va essayer de vous faire sur le sujet. Ce sera le moment, on aura beaucoup plus de temps pour s'étendre et puis vous nous direz dans les commentaires aussi ce que vous pensez et puis on verra, pourquoi pas après rebondir encore une fois sur une autre vidéo si vos théories sont ouf et que vous n'êtes pas lecteur du manga, bien sûr ne spoilez pas volontairement en disant je sais pas mais je pense que, alors que tu sais. Voilà, juste quand même je préfère préciser. D'ailleurs pour les lecteurs du manga je pense que vous devez être ravis puisque on sait depuis le début de cette saison que cette saison sera découpée en 2 arcs, donc la première partie là avec les combats et la deuxième partie très certainement donc le deuxième arc qui intéresse beaucoup plus de monde. Là clairement il est introduit avec ça parce qu'il y a justement All for One qui parle en tout début et il nous dit qu'il a d'autres suiveurs un peu partout, il a des followers partout en fait. C'est comme s'il avait un compte Twitter, un compte Facebook, Instagram, Snapchat et écoute, il n'y a pas que l'alliance des vilains apparemment, donc ça c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a d'autres vilains qui peuvent venir foutre la merde pour peut-être tenter de le libérer. J'aimerais bien voir apparaître au-delà de Shigara Kitomura un vrai vilain, mais genre emblématique. C'est-à-dire qu'on a déjà là, on a All for One, tu vois, on a Shigara Kitomura, on a eu Overhaul, mais ça a été expédié en une saison, tu vois. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment un méchant, mais genre... tu sais pas comment prendre exactement. Tu te dis putain, mais ce mec, il a une capacité. Il représenterait le big boss du game, tu vois. Et j'aimerais bien en fait voir un truc parce que là, je les trouve pas assez. Et ça, c'est ma vision personnelle. Les méchants, je les trouve pas assez dangereux pour l'instant. Dans ma vision des choses, tu vois. Bon, il y a eu Overhaul, il a été vite pété. All for One, pour l'instant, il y a un zonzon. Bon, on sait qu'il est charmé, mais bon, pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait, à part nous mettre un stress sur. Il va peut-être faire un truc. Il va craquer sa camisole, etc. Ouais. Voilà. Alors, je suis d'accord. Et à la fois, disons que l'Alliance des Vilains, il y a des personnages très intéressants dans l'Alliance des Vilains, dans le sens où ils sont pas tout noirs. Ils sont un peu gris foncé. Et c'est ça qui m'intéresse en fait chez ces personnages-là. Donc j'ai envie de revoir l'Alliance des Vilains pour qu'elle soit développée. Et ça m'intéresserait d'avoir effectivement un personnage, comme tu le dis, vraiment dark, vraiment noir, ou qui soit en opposition peut-être avec les façons de faire de l'Alliance des Vilains, mais qui soit un des vilains followers d'All for One, pour justement mettre ce gars-là en concurrence avec l'Alliance des Vilains. On aurait alors une Alliance des Vilains qui ne tiendrait pas avec les héros, mais qui serait contre quand même ce nouveau vilain. Là, ça pourrait être très très intéressant. Ça pourrait donner naissance à des alliances improbables, le temps d'affronter un ennemi commun. On n'est pas amis, mais c'est un ennemi commun. Tu vois. Donc, là, j'aimerais bien. J'aime bien l'Alliance des Vilains de manière générale. Ils ont des personnages intéressants, même s'il y en a, on connaît rien d'eux, et puis ils s'avancent un peu comme de nouveaux vilains, genre Dabi, tout ça, tu te dis c'est qui cet enfoiré, tu vois. Mais ça peut être intéressant. Et pourquoi pas d'ailleurs
Vous souvenez-vous de ma théorie Toya, je crois qu'il s'appelle le fils aîné d'Endeavor, à un moment donné. Bah écoutez, on verra. Bah bande son du coup maintenant, bah c'était... J'ai pas un truc qui m'apparaît là à l'esprit. Par contre, j'ai trouvé ça très immersif. Donc, partant de ce fait-là, bah, notamment grâce au seiyuu, parce que les musiques, j'ai rien à dire, hein, mais les seiyuu étaient vraiment incroyables. Je suis content d'avoir retrouvé Ayane Sakura, donc c'est la voix d'Ochako, c'est la voix de Gabi aussi dans Shingeki no Kyojin. C'est une seiyuu, j'adore sa voix. Je sais pas pourquoi, j'entends sa voix en fait, j'adore, et je trouve qu'elle était très énergique, et de la même manière que Daiki Yamashita en fait, qui faisait Izuku, c'est-à-dire que les deux, je les ai trouvés, comment dire ça, pas dans le contrôle. Non, ils étaient pas dans le contrôle. C'est-à-dire que tu peux avoir des seiyuu qui posent leur voix en fait, mais comme ils posent leur voix, ils ont tout le temps une manière de parler, et du coup ils vont être dans le contrôle de cette manière de parler. Si ça sort de cette voix, c'est plus la voix du personnage. Tu vois ce que je veux dire ? Admettons, j'ai un personnage qui parle de cette voix-là. Tu vois, si mon personnage ne parle plus de cette voix-là parce qu'il est trop dans l'émotion, etc., bah t'as peur que peut-être ce soit plus ton personnage. Là, j'ai trouvé que dans l'épisode, ils s'en foutaient un peu. Et dans les colères, dans les cris et dans la peur, en fait, ils étaient vraiment dans de véritables émotions. Et j'ai trouvé en fait qu'il y avait une justesse, une vraie véracité des émotions. À un moment donné, je me rappelle Izuku qui crie, sa voix elle part en couille, il s'en bat les couilles, tu vois, et c'est ça. Et c'est ce qui se passerait dans la vraie vie en fait. Quand il alerte Monoma qui lui dit « Taille-toi, barre-toi !» C'est exactement ça, tu vois. Et tu as peur pour le truc et... Donc j'ai trouvé ça très très juste. Et puis on peut aussi mentionner un nouveau seiyuu, Hiroki Yasumoto, du coup sur le rôle de Banjo. Donc c'est le gars qui apparaît dans le vestiaire, hein, vous savez. C'est la voix de Chad dans Bleach, mais également de Elfman dans Fairy Tail. Donc c'est une voix qu'on connaît bien dans le doublage japonais. Bah écoute, j'ai rien à rajouter, tu as souligné ce que je voulais souligner. Donc on peut passer à l'animation, réalisation de cet épisode. L'un des meilleurs. Probablement l'un des meilleurs de la saison pour le moment, en termes de réalisation, en termes de tout en fait. Parce que même dans la réal, tu vois, tu comprends tout, tu vois, dans les vestiges, quand t'as la réflexion de Banjo qui lui dit « Oh, tu peux pas parler, etc. » Tout est justement placé en fait, les plans sont justes, les répliques interviennent au bon moment. Et pour ce qui est de l'animation, bah, y a pas mal de fulgurances dans cet épisode, parce qu'évidemment c'est un épisode un peu climax pour cette première partie avec les combats par équipe. Et j'ai surtout noté l'animation de Kota Mori au moment où il y a le fouet qui commence à sortir des mains d'Izuku et que ça devient incontrôlable. Et que du coup ça pète partout, les autres doivent esquiver, lui il se fracasse dans un mur, etc. J'ai trouvé que c'était beau. Et on ressentait vraiment l'inquiétude. Ça a renforcé le sentiment, comme tu dis, d'inquiétude, de questionnement, de peur, de la façon dont c'était filmé, des gros plans et puis d'un seul coup des plans beaucoup plus éloignés où du coup tu vois les fouets, tu te dis ah ouais d'accord je comprends pourquoi il flippe sa mère parce que ces fouets ils sont en train de tout péter en fait. C'était bien rythmé, donc c'était efficace sur cette partie-là, très très efficace. Niveau changement, on a quelques cases qui ont été apparemment interchangées pour rendre ça un peu plus fluide, d'après Nouclette, comme d'habitude, notre sacré Nouclette. Il n'y a pas dans le manga donc le flashback entre Grand Torino et Nana Shimura. Il n'y a que Grand Torino qui raconte ce qu'il se rappelle et on a le texte pendant que le combat entre Izuku et Monoma se déroule. C'est vraiment beaucoup plus furtif. Dans le manga, après la conversation avec Grand Torino, on a All Might qui se fait pas la réflexion, le moment n'est pas venu, ça signifie qu'un jour le moment viendra, quelque chose attend l'héritier du One for All, il n'y a pas le rappel de l'alter de Monoma non plus dans le manga. Donc ça j'ai l'impression que c'est propre à l'anime, de nous rappeler à chaque fois. De rappeler dans tous les épisodes, et d'ailleurs c'était très utile parce que ça a permis, on se pose la question en début d'épisode, ah mais il a pu copier celui de Shinso et peut-être un autre en fait. Et non, le rappel permet de te dire qu'il peut en copier qu'un seul à la fois. Donc j'ai trouvé ça utile. Et petit changement, peut-être le plus symbolique, c'est que dans le flashback d'Ochaku, dans le manga, on la voit pas utiliser son alter avec une mamie pour aider la petite mamie, parce que pour rappel, dans les textes, la loi interdit d'utiliser son alter sauf si tu as un permis. Donc en vrai, elle aurait jamais pu faire ça, mais l'animé l'a rajouté peut-être pour nous faire nous attacher au personnage. Sur une petite vieille quoi. Ouais. Conclusion, le meilleur épisode depuis le début de cette saison 5 pour moi, sans débat. Sans débat. Voilà. J'ai l'impression que c'est graduel. Ouais. C'est-à-dire que l'épisode avec Ida déjà nous mettait un peu plus de force là-dedans. Il y avait de la belle animation, il y avait de la hype et de l'étonnement. L'épisode avec Bakugo était génial parce que ça pétait tout en 5 minutes. Et puis là, on est vraiment dans de l'explosivité et de la surprise.
Bah écoute, tu viens de résumer ce que je ressens. C'est un épisode de ouf. Tu es en haleine du début à la fin. Il y a du changement, des gros changements, puisqu'en plus de ça, on sent que scénaristiquement, là, on a pris un virage à 90 degrés. Clairement, parce que ça va tout changer. Donc ouais, on a relancé les dés, et donc c'est super hypant, donc voilà, c'est un kiff. Voilà, dites-nous dans les commentaires, hein, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que vous partagez, est-ce que vous êtes déçus, si vous êtes lecteur, est-ce que vous avez kiffé l'adaptation de ce que vous avez lu, ou est-ce que vous avez préféré ressentir ce que vous avez vu dans le manga, donc n'hésitez pas à débattre sur ça, sans dévoiler ce qui se passe après, hein. Vraiment, faites un copier-coller de ce que vous avez lu et de ce que vous avez vu, mais ne dépassez pas. Sinon, bah abonne-toi, je veux dire, frère, à un moment donné, tu fais quoi là? La cloche, je l'entends pas, moi. Bah surtout que la suite, c'est la grosse hype. Là, je peux pas vous cacher que je suis extrêmement impatient de voir ce qui va se passer. Les vilains, va-t-on avoir le retour de l'alliance des vilains? Que va-t-il se passer avec Izuku? Comment va se conclure ce combat? Va-t-il maîtriser le fouet noir? Autant de questions qu'on se pose. À très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, des bisous, ciao ciao. Très vite, on se retrouve dans le vestiaire. Moi je te mets un coup de fouet dans tes vestiaires, bye.